Atelier Z vous est présenté grâce à la collaboration des laboratoires Carilis et de Miss Productions. Depuis l'hôtel 01 situé au coin Saint-Laurent et René-Lévesque, bienvenue à l'Atelier Z. Cette semaine, on discute de discrimination. Est-ce que la discrimination positive est si positive que ça? Et pour en discuter avec nous, on accueille à l'Atelier Z Madame Sandra Hector. Bonjour. Enchantée. Rentrons dans l'Atelier Z. Bienvenue dans l'Atelier Z. Aujourd'hui, on parle de la discrimination positive. Est-elle si positive que ça? Aujourd'hui, pour en parler avec nous, on a Madame Sandra Hector, qui est directrice Attraction Talent avec près de 10 ans d'expérience. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et on commence avec expliquez-nous. C'est quoi la discrimination positive en emploi? En emploi. En fait, à mon avis, je dirais que la discrimination positive en emploi, c'est de prendre un certain groupe qui est considéré comme désavantagé dans la population, puis de les favoriser pour un certain temps. Donc, quand on parle, puis présentement, c'est appliqué en fait aux femmes, aux minorités visibles, aux autochtones, puis aussi aux handicapés, en fait, qu'on oublie des fois. On parle souvent des minorités visibles, mais on oublie que c'est aussi les gens qui sont handicapés, puis ça peut être un handicap mental, physique, intellectuel, peu importe. Donc, c'est de favoriser ces gens-là pour qu'ils aient accès à l'emploi, que ça soit égal. Moi, j'ai un petit peu accroché à la présentation parce que j'ai jamais entendu directrice attraction talent. Oui, absolument, oui, c'est ressources humaines. Oui. Est-ce que c'est dans la même famille? Tout à fait, c'est dans la même famille. En fait, le principe, c'est qu'au lieu de recruter, les entreprises maintenant comprennent qu'on doit attirer les gens vers nous. Donc, c'est plus faire un effort d'aller en amont, mais c'est d'avoir une entreprise justement qui va être inclusive de la société pour que les gens aient envie de venir travailler pour votre organisation. Donc, c'est dans ce tournant-là, mais effectivement, c'est du recrutement, mais l'approche est différente dans ce sens qu'on veut attirer les gens. Donc, on met on a des politiques internes, des plans de communication pour attirer la population visée au sein de l'entreprise. Vous ne trouvez pas que le mot discrimination est lui-même péjoratif? Oui, effectivement. Puis c'est pour ça que d'emblée, c'est un sujet, c'est vraiment mitigé parce que d'emblée, tu dis, bon, discrimination, on veut pas de discrimination. Mais malheureusement, ça sonne exactement. Mais malheureusement, dans le monde où est-ce qu'on vit encore, puisque c'est pas encore égal, on n'a pas le choix. L'idéal, ce serait qu'on n'ait pas à s'en faire, puis que justement, il y ait de l'égalité pour tous. Oui, parce que le modèle de société visé, c'est justement qu'on soit aveugle à ces différences-là au lieu de nommer des sous-groupes, puis vraiment les identifier. Exactement. Moi, je trouve que ça perpétue des stéréotypes. C'est un danger. J'en conviens, tout à fait, j'en conviens, mais encore là, il faut penser que ça a également beaucoup aidé les femmes, si on y pense. Je veux dire, au début, s'il n'y aurait pas eu ces mesures-là pour forcer les choses, est-ce qu'on serait tous où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Donc, mais c'est des mesures temporaires, n'est-ce pas? Exact, c'est ça. Mais jusqu'à quand ça va rester temporaire? Parce qu'on dirait que ça devient un petit peu permanent, là. Oui, mais si on regarde, disons, présentement, disons la population autochtone, il y a beaucoup de mesures qui sont en train de se prendre maintenant pour cette population-là et aussi les handicapés, parce qu'on se dit, bon, les femmes, les minorités visibles, je ne dis pas que c'est parfait, mais que bon, il y a eu des efforts de fait. Donc là, on s'oriente plus vers ces deux autres groupes-là, mais ils ne sont pas représentés, ils sont sous-représentés présentement énormément. Donc, pour répondre à ta question, d'un sens, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est surtout quand l'individu qui en bénéficie est conscient, puis qu'ensuite, ça se parle, puis que ça lui revient. Parce que personne ne veut obtenir un poste, puis savoir que, bon, ben, c'est parce que justement, tu fais partie de telle catégorie, ah donc c'est pour ça que tu es là. Mais en même temps, hein, on a eu besoin de ça dans le passé. Donc si on s'appuie sur le passé, ça n'a pas été mauvais parce que ça fait qu'on est où est-ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je fais partie de deux de ces groupes-là. Donc je suis une femme et je suis une minorité visible. Donc j'imagine que dans le passé, les gens avant moi, finalement, en ont bénéficié. Puis je ne crois pas que c'est quelque chose que j'ai bénéficié maintenant. Que c'est encore sa raison d'être. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mais je comprends que c'est mitigé. C'est vraiment difficile comme question, honnêtement. Oui, parce que moi, j'observe, ça, c'est des mesures qui ont beaucoup de succès dans la fonction publique. Oui. Ils ont pas vraiment le choix. Oui, exact. Mais dans le secteur privé, c'est encore très peu appliqué. Tout à fait. Puis j'observe des jeunes qui, encore aujourd'hui, doivent
soit changer leur nom sur leur CV. Pour avoir une opportunité, là. Vraiment utiliser de superfuge pour obtenir un entretien. Oui. En fait, c'est dans le secteur public, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'est implanté puis que c'est respecté. La fonction privée, dans le secteur privé, pardon, on débute, mais ça, c'est certain. À la base, c'est un manque d'information, en fait. Puis le beau changement qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises du secteur privé débutent maintenant à offrir des formations à l'interne sur les biais. Puis je trouve que c'est une super de belle approche parce que finalement, ça part de ça, c'est qu'on est biaisé. On voit quelqu'un, justement, qui a un handicap physique, puis là, on va croire qu'à cause de ça, elle a aussi un handicap ou qu'elle est moins bien intellectuellement parlant. Que ses capacités de travailler sont en quelque part touchées. Exact, mais c'est pas nécessairement le cas. Où les gens sont juste inconfortables parce qu'ils savent pas comment aborder. Disons, quelqu'un qui a une déficience, disons, visuelle, qui va avoir un chien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ouvre la porte? Est-ce que je lui demande s'il a besoin d'aide? Qu'est-ce que je fais? Donc, les gens sont inconfortables. C'est clair qu'il y a un devoir d'éducation qui doit accompagner ce genre de mesures-là. Parce que moi, j'ai beaucoup de peine à observer encore aujourd'hui à cause des stéréotypes qui sont encouragés, de voir même des jeunes issus de la diversité qui partent leur propre PME, puis qui répètent des attitudes qu'on essaie de changer. Oui, mais souvent ça, puis l'excuse que j'ai entendue pour avoir travaillé aussi au niveau des firmes de recrutement, où est-ce que là, on se fait payer des gros honoraires pour trouver la personne parfaite pour l'entreprise. Puis là, des fois, ils ne voulaient pas nous dire directement qu'ils préfèrent un tel type de personne ou pas, parce que, bon, les gens comprennent que, bon, c'est discriminatoire, ils ne veulent pas être discriminatoires, mais souvent, c'est à cause de leurs propres clients que ça serait peut-être pas accepté pour leurs propres clients. Donc, ils veulent pas être affectés dans leur chiffre d'affaires, disons. Donc, même si eux, ils ont des bout de la ligne, c'est la pièce qui décide. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment un effort collectif pour la population. Donc, ça va prendre du temps, on n'y est pas. Mais souvent, les entreprises, c'est un peu leur façon d'expliquer parce que les gens se sentent mal à l'aise. Les gens sont de bonne foi, je crois, à la base. C'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps. Exact. Puis là, on a identifié discrimination positive, soit à cause du sexe, de l'âge, mobilité réduite, couleur ou origine. Exact. Mais il y a aussi dans certains secteurs professionnels où les hommes sont en minorité. On peut parler du secteur de l'enseignement, hospitalier, santé. Oui, tout à fait. Alors même, je veux dire, il y a des bémols à apporter. Exactement. Hein? C'est pour ça que c'est pas un absolu, en fait. Ouais. Et y a-t-il des mesures mises en place pour les compagnies privées pour encourager ce genre de discrimination positive? Oui, je dirais que récemment, puis en fait, bon, il y a quelques temps, ça a été implanté pour les entreprises privées qui veulent avoir accès à certains mandats, certains contrats, en fait, avec le gouvernement fédéral. Ils ont pas le choix, finalement, de respecter des certaines mesures, en ce sens que leur entreprise doit être représentative de la population. Donc, justement, pour eux aussi, finalement, se mettre en branle à ce niveau-là, bien, on le voit maintenant. Là. Ils commencent à se tourner. En plus, là. Mais est-ce que c'est surveillé? Parce que cette mesure existe depuis plusieurs années. Oui. Est-ce que c'est monitoré? Est-ce qu'il y a une façon de voir les gens qui sont engagés? Oui. Est-ce qu'ils sont engagés sur une longue période de temps? C'est ça. Est-ce qu'il y a un réel avancement? Est-ce qu'il y a des promotions? Exact. Est-ce qu'il y a un impact économique pour leur communauté, leur famille? Comme tu disais aussi, compétence égale, chance égale. Oui, mais en fait, pour venir à ton point, puis je suis pas experte, je sais pas à quel point, justement, tout ça est contrôlé, mais je sais que, mettons, pour les mandats du gouvernement, il y a un rapport qui est effectué. Puis l'entreprise doit vraiment démontrer le nombre, disons, d'individus à chaque niveau, finalement, de l'organisation, puis selon les 4 groupes protégés, sortir les chiffres. Donc, c'est vraiment quantitatif afin d'obtenir ce mandat-là. C'est aussi, il faut démontrer un plan. Il faut avoir un plan à court terme, à long terme, pour démontrer quelle action on va prendre, quels sont les écarts, en fait, dans un premier temps, puis quelle action on va prendre si on ne respecte pas encore puis je ne vais pas employer le mot quota, là, mais si on ne représente pas encore les chiffres qui sont représentatifs de la population. Mais moi, j'ai vraiment envie là, qu'on mette l'accent sur la célébration de la diversité. Je pense qu'on le dit pas assez, qu'une société, une compagnie est plus forte quand elle célèbre la diversité au sein de ses employés, au sein de son message, aussi
à l'approche qu'elle aborde pour sa clientèle, parce que le Québec change. Tout à fait. Et le Québec change. Et le Québec a changé depuis longtemps. Oui, exact. Tout à fait. Il faut se mettre en diapason à cette réalité-là. Oui. Puis je crois qu'effectivement, c'est un bon point que tu mentionnes parce que maintenant, il y a tout l'aspect marque employeur également. Donc, l'employeur, dans la même lignée, on veut attirer les gens, mais on veut une bonne marque d'employeur. Pour ce faire, on doit être représentatif de la population. Mais on le fait pour attirer, mais aussi pour aller chercher des nouveaux clients. Parce que les clients aussi, comme tu dis, le Québec a changé. Oui. Donc, les clients, c'est plus une seule catégorie d'individus. Donc, les employeurs comprennent ça. Donc, ça change. Donc, les mentalités sont en train de changer. Certains, au départ, ça part avec des politiques parce que je crois qu'il faut forcer les choses un peu pour que ça soit un peu plus rigide pour forcer les choses, mais par la suite, ça permet à ces groupes-là de se faire valoir, de démontrer leurs compétences. Alors, c'est une certaine visibilité pour eux. Ça leur permet de se faire les réseaux pour justement ensuite, pas juste obtenir un poste, mais évoluer dans ce poste-là. Parce que oui, il y a le recrutement, mais ensuite, qui obtient les promotions? Oui, comment ça se passe pour les augmentations salariales? Donc, il faut vraiment, c'est vraiment un tout. Donc, le recrutement, c'est une chose, mais c'est pas tout, effectivement. Donc, merci beaucoup. Bienvenue. Moi, j'ai très, très hâte qu'on poursuive la discussion avec nos reporters, Madouab et Madalina, qui vont venir apporter une autre lumière sur ce sujet. Excellent. Vous restez avec nous? Oui, bien sûr. Alors, on revient après la pause. De retour dans l'Atelier Z, tourné directement de l'hôtel 01, situé au coin des rues Saint-Laurent et René-Lévesque à Montréal. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la discrimination positive. Est-ce si positif que ça? Et pour en discuter avec nous, on a accueilli en studio Madame Sandra Hector. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, vraiment. Et là, on va pouvoir jaser avec nos reporters. Madoua, bonjour. Bonjour. Madalina. Bonjour à tous. J'ai très hâte d'entendre qu'est-ce que vous nous avez préparé parce que c'est vraiment un sujet d'actualité qui, à mon avis, n'est pas assez discuté sur la sphère publique. Madalina, on commence avec toi. Oui, pas assez discuté, mais assez ressenti. Alors, on parle beaucoup de sexisme et de racisme, mais je trouve qu'on parle un petit peu moins de l'agisme. Le mot, ça sonne un peu... Mais c'est le critère de l'âge, la discrimination par le critère de l'âge. Alors c'est vrai, on vit dans une société multiculturelle où parfois la cohabitation s'avère quand même difficile. Et on n'est pas toujours dans une égalité de traitement, je dirais. J'ai un exemple personnel. Je vivais à un moment donné en France et quand je rentrais dans les magasins, pour certains produits, il y avait des réductions. Et c'était écrit « réduction pour les étudiants ». J'étais étudiante à ce moment-là. Mais c'était pas n'importe quel étudiant de... Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Donc voilà, je baignais dans la discrimination. Je me sentais un petit peu mise à part, mise de côté. Et c'est vrai, on ne devrait pas voir l'âge comme une barrière, ni mentale, ni physique, mais ça se passe. Et au-delà de l'âge physique, celle qui est écrite vraiment dans le certificat de naissance, on devrait peut-être plutôt voir l'individu avec un parcours de vie, avec une expérience. Et il y a quand même des employeurs qui ont compris cela. Et ici, on a Rona. Connaissez-vous Rona, le magasin? La grande bagnole. Là où on achète le pot de peinture. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Depuis 2009, ils ont mis en pratique une politique d'embauche vers les aînés. Il paraît que les clients sont satisfaits. Pourquoi? Parce que les personnes âgées sont plus à l'écoute. Ils sont plus sages. Plus expérimentés. Exactement, plus flexibles. Et on se sent plus en confiance. De prendre un conseil. De quelqu'un qui a déjà acheté une maison, on dit qu'il a déjà acheté une maison versus un jeune qui n'a pas payé ses études. Oui, tout à fait. Il y a le bagage, là. Donc ça marche. Ils se sentent valorisés. Puisque c'est tellement terrible pour une personne qui est en forme, même si elle a un certain âge et qui veut travailler, d'accord, et que l'employeur lui dit, bientôt c'est l'âge de la retraite. Et puis des fois, c'est pas juste travailler, mais c'est surtout trouver sa place et se sentir valorisé. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais finalement, il y a ce concept, ce mot on ne l'utilise pas trop, l'agisme. L'agisme, mais qu'est-ce que c'est l'agisme? C'est un concept qui a été inventé par un Américain, qui s'appelle Robert Butler, et qui le définit
On l'a défini aussi tout à l'heure, mais il le définit comme un processus par lequel les personnes sont discriminées et stéréotypées, mais d'une manière, et ça c'est très important, permanente. C'est le mot là, permanente, qui fait qu'on est vraiment dans la discrimination. Et pourquoi on discrimine? Pourquoi? Par ignorance. Ou par une crainte profonde pour la mort et le vieillissement. Et on a beaucoup de préjugés, des stéréotypes envers les personnes âgées. Et on dit par exemple on dit qu'ils sont inutiles. Ou vraiment la difficulté à s'adapter au niveau technologique, qui sont entend souvent parce que ça va tellement vite. Qu'ils sont coûteux. Exactement, qu'ils sont là juste pour avoir des services, qu'ils sont un fardeau de la société, que ils ont un déclin mental et physique. Mais on les voit pas comme des personnes qui prennent vraiment part à notre société puis qui peuvent être actifs et qui le sont. Et puis, en raison de ça, souvent, on les isole d'abord par l'emploi puis par la suite par toutes les autres sphères de la société où ce qu'on les met de côté. Exactement. C'est important tout ce Après, il y a l'État qui arrive en donnant des lois. Mais est-ce que ça règle? Est-ce que ça règle? Oui, on a des années, par exemple, l'année internationale des personnes âgées mise en place par l'ONU il y a longtemps, 1999. On a l'année encore européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle de 2012 par le Parlement européen, mais ça peut servir, mais moi je trouve que c'est plutôt la conscience de chacun. Oui, mais on revient encore au fait que c'est pas juste les mesures politiques qui doivent être mises de l'avant, mais il y a un devoir d'éducation et de sensibilisation et la communication de la société. C'est ce qu'on apprend en sociologie. Un vrai changement structurel. En fait, pour avoir un vrai changement social, d'abord, il faut qu'il soit structurel, mais ensuite, qu'il soit bien intégré, qu'il soit bien intériorisé par les différents acteurs de la société. Qu'il soit bien appliqué. Oui. Exact. Donc, on vieillit. Et je l'ai choisi, ce sujet, surtout parce qu'on passe tous par cette case, le vieillissement. Oui, on dirait que les gens y oublient qu'on s'en va là, nous aussi. On va être vieux, nous aussi, à un moment donné. On va vivre ce stéréotype-là nous-mêmes. Alors, créons la société dans laquelle on veut vivre. C'est vrai. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a l'air on se sent bien dans notre peau, mais aussi physiquement, on paraît plus jeune. Il y a des personnes qui paraissent vraiment plus jeunes que l'âge qu'elles font. Et c'est quand même dommage de dire à quelqu'un qui a l'air d'être jeune, qui se sent jeune dans sa tête, de dire, mais attendez, sur votre passeport, c'est écrit... donc, en fait, pour l'emploi, il faut faire attention parce qu'on n'aurait pas l'âge de l'individu. Donc, c'est pas... les individus, contrairement à d'autres pays en Europe, ils vont mettre leur date de naissance sur leur CV. Nous, au Québec, on ne fait pas ça justement pour éviter la discrimination. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. En fait, c'est pas demandé parce que justement, ça peut porter à discrimination. De la même façon qu'on ne va pas demander la photo, mais dans d'autres pays, ça se fait. Ici, non. Donc, on n'aurait pas l'âge, mais c'est certain qu'en entretien, ben, on peut voir. C'est ça, on le voit tout de suite. Exactement, c'est ça. Mais encore là, ça revient à ce qu'on disait plus tôt parce que c'est vraiment un bien. Parce qu'on va voir la personne avec les cheveux peut-être un peu plus... avec les cheveux sel et poivre, puis on va se dire, oh mon Dieu, est-ce qu'elle va être capable de combien de temps elle va rester dans l'emploi? Mais ça se demande comme question. Puis souvent, les personnes, justement, qui sont plus matures, qui ont plus d'expérience, vont nous dire, moi, j'ai un bon 10 ans à donner, comme j'ai plein d'énergie. Je veux dire, puis ils le disent d'emblée parce qu'ils savent, ils l'ont entendu, là, ils sont habitués. Ils savent, on leur a dit... vous êtes juste à la retraite. Exactement, ils te le disent d'emblée. Ou bien ils vont dire, j'ai 5 ans, mais c'est correct. Maintenant, en moyenne, les gens restent en emploi 18 mois. Donc, quelqu'un qui reste 3 ans ou 5 ans, c'est bon. C'est bon. Wow. Donc, ça peut... Mais ça me donne envie de vous poser la question avant qu'on aille à ta conclusion, Madalina. Est-ce qu'on devrait se déclarer sur son CV? Oui, qu'on est une femme ou on est issu d'une minorité ethnique ou est-ce qu'on parce que souvent on nous le demande maintenant de plus en plus. Tout à fait, lors du processus d'application. Donc encore là, ça serait pas sur le CV. Bon, mais c'est sûr qu'avec le prénom, des fois on peut savoir là, si on est une femme ou bon. Mais en fait, ça serait plus dans le processus d'application. Souvent maintenant ça se fait en ligne. C'est pour ça qu'on veut que les gens, c'est long toutes les formulaires à rentrer, mais c'est en partie pour ça. On doit valider certains paramètres. Puis on va demander ça, mais ça je dirais honnêtement c'est personnel à chacun.
Je dirais que c'est personnel à chacun. Je me sens pas du tout interpellée. Quand je vois minorité visible, je ne coche pas. Là, La belle latine en toi. Non, du tout. Je me sens pas que je suis une minorité visible. Je pense que je suis québécoise. Exact. Donc, c'est J'ai grandi ici et je me sens pas du tout. Moi, j'ai un malaise à l'indique. Oui, pour être honnête, moi aussi, j'ai souvent eu un malaise. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à remplir un formulaire. Mais dans le passé aussi, je dirais, quand j'ai débuté ma carrière, je remplissais pas. C'est comme, je comprends même pas pourquoi il est là. Madalina, rapidement, on te laisse conclure. Oui, peut-être dans une seule phrase. J'ai presque envie de dire que vieillissons comme on veut, mais vivrons ensemble. Oui, tout à fait. Et surtout, créons la société dans laquelle on veut. Mais on est en train de créer. Madoua. C'est drôle, on parlait des billets tantôt et je parlais donc sur nos CV, on n'indique pas la date de naissance, on n'indique pas la photo. Mais on indique toujours le nom. Pourquoi pas des CV avec des numéros? Là, je lance ça vraiment à brûle pour point, mais parce que... ce serait vraiment à compétence égale, exactement. Chance égale. C'est parce qu'on le voit, en fait, sur les CV, encore aujourd'hui, puis selon le dernier rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est quand même, le taux de discrimination dans les entreprises privées est encore à 35 versus le 0 qui est affiché par les entreprises du secteur public à cause des politiques d'accès à l'égalité. Il y a quand même une personne sur trois qui se voit décliner son CV en raison de son nom, en raison du nom qui est indiqué sur le CV, notamment lorsqu'il a l'air d'être d'origine latino-américaine, d'origine maghrébine, d'origine africaine subsaharienne ou antillaise. Donc, ça fait partie d'un des facteurs de biais, autant ici qu'ailleurs. Puis, on le voit énormément. C'est en fait une excellente idée, je trouve, honnêtement, parce que, comme tu as dit, c'est un biais, c'est juste un biais. Donc, on est même inconscient. Donc, c'est de travailler sur les biais, mais on peut être inconscient de ça. Donc, il ne faut pas juger les individus qui reçoivent ces CV-là. Je ne crois pas que c'est la... C'est pas une question de mauvaise foi. Oui, c'est ça. Comme je disais, c'est pas une mauvaise foi, mais c'est un biais. C'est intéressant quand tu disais que les gens sont pas conscients de ces réflexes-là, parce que bien souvent, quand on reçoit quelqu'un en entrevue, c'est sûr que, bon, dans les organisations dans lesquelles tu as évolué, vous avez un grand processus et puis c'est pas une seule personne qui recrute, mais bien souvent, dans une petite entreprise privée, les gens vont regarder, il va y avoir des gens qui leur ressemblent. Et pas nécessairement au niveau, ethnique ou au niveau des autres déficiences ou quoi que ce soit, mais on regarde la personnalité de la personne et on se dit, on va avoir des énergies, puis on a des énergies compatibles. Des fois, il suffit d'obtenir un entretien, même si son nom comporte des ça change tout. Ça change tout par après. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là que ton idée est bonne, parce que si ça serait justement, il n'y aurait pas ce biais-là à la base, les gens iraient en entretien, puis après ça, bon, le gestionnaire pourrait peut-être être surpris. Puis ensuite, l'individu a la chance de se faire valoir. Mais moi, je me questionne sur la légalité de cette pratique-là. Pour les numéros, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est comme c'est une hypothèse, mais ça serait pas... C'est sujet de réflexion, honnêtement. Parce que bien souvent, des gens changent leur nom parce que, ils se disent, moi, je vais trouver un emploi en raison justement de ces statistiques-là. Ils se disent, moi, ça va être beaucoup plus facile si je change mon nom. Notamment après le 11 septembre 2001, les gens d'origine maghrébine, dans 2001 et 2007, il y a eu un accroissement. En fait, dans la Gazette officielle du Québec, on a recensé 450 personnes qui ont changé officiellement leur nom au directeur de l'État civil. Officiellement, pour avoir un nom qui sonnait franco-québécois. Ah, mais c'est une pratique courante. Moi, juste dans mon entourage immédiat, c'est pas quelque chose de rare qu'on change, qu'on coupe un peu le nom, on l'altère pour obtenir un entretien. Écoutez, c'est une bonne idée, mais quand même, j'ai une petite suggestion. Ne restons pas dans les chiffres, pas des chiffres, des lettres, parce qu'on est dans les comptages. Non, c'est ça. Oui, effectivement, parce que ça déshumanise. En fait, on essaie de trouver des solutions, mais la solution ultime, c'est qu'on voit plus les différences, puis que vraiment, le travail se fait, mais les mentalités sont très Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Moi, j'ai envie de dire que la solution ultime, c'est de célébrer justement les différences et de comprendre que c'est une compagnie qui a différents bagages d'origine culturelle, des employés qui parlent plus
plusieurs langues, ce qui bagage. fait la richesse et la prospérité de cette entreprise. Tout à fait. Au niveau de la prospérité, c'est bien intéressant ce que tu dis parce qu'une entreprise qui évolue à l'international, elle a besoin des gens de la diversité pour aller recruter des gens dans leur pays, puis être capable de prospérer à ce niveau-là. Et de comprendre la diversité de la société et de sa clientèle qui est issue de la société québécoise. Oui, tout à fait. En fait, toi, tu résumes mieux parce que c'est vraiment ça. Puis c'est ça l'approche qui se fait, c'est l'inclusion et la diversité. Puis justement, de le célébrer, puis de s'afficher comme ça pour justement aller recruter le talent, mais aussi pouvoir répondre aux besoins puis offrir les produits et services à la société. Donc, en fait, c'est ce que les entreprises sont en train de faire maintenant. Donc, on est sur la bonne voie. Je trouve que c'est pas facile pour vous parce que vous devrez en fait identifier le potentiel avant tout, pas ce qui est visible, ce qu'on voit, la couleur, la qualité de la personne. Tout à fait. Puis c'est là que ça devient délicat parce que on va jamais embaucher quelqu'un qui est pas compétent pour un poste, surtout dans le secteur. C'est ça. Puis les gens, surtout dans le secteur privé, on va dire, ça marchera pas. Puis de toute façon, la personne ne va pas rester en poste de toute façon. Donc, ça marcherait pas. Donc, si les gens ont peur de se dire, bon, les gens non compétents vont occuper ces postes-là, non. Dans la conjoncture économique où est-ce qu'on est, les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir des gens incompétents. Ça fonctionne pas. Avec la globalisation, la compétition, ça marche juste pas. Donc, si les gens ont cette crainte-là... Il faut être efficace. Exact. Quand on travaille, on veut efficace, production, rapidité. Voilà. Il faut que ça amène de l'argent. Donc, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça, je pense, des fois, c'est des craintes. C'est des mythes qu'on a entendus de dire, ben, cette personne-là va prendre... de tel groupe, ils prennent nos emplois. Les stéréotypes. Les stéréotypes, ce sont les craintes. Les craintes par rapport à l'inconnu. Ça, c'est une conséquence qu'on exact. Madoua, je te laisse conclure. Ben oui, j'ai envie de conclure sur une étude du magazine The Economist. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que eux, ils ont recensé justement aux États-Unis, les gens qui changeaient leur nom à ce niveau-là, puis c'était vraiment dans les années 30. Donc, on parle même pas d'une pratique qui est très récente. On parle d'une pratique qui est actuelle depuis près d'un siècle maintenant. Puis, ils se disaient, bon, les gens qui, justement, changeaient leur nom voyaient augmenter leur chance d'obtenir un emploi de 14 %. Quand même. Alors, c'est quand même assez intéressant. Puis là, ils se sont dit, il y a peut-être un biais par rapport à notre étude. Donc, on va évaluer peut-être est-ce que ces personnes-là étaient plus fortunées? Est-ce que c'est pour cette raison-là qu'ils ont réussi à se retrouver un emploi parce qu'ils étaient plus structurés, il y avait plus de moyens, plus d'études? Donc, ils ont utilisé un jeu qu'on connaît tous qui est le Scrabble. Donc, en utilisant les lettres qui sont un peu moins, connues, donc X, Y, W, donc les lettres qu'on retrouve moins souvent dans les noms, donc un peu plus compliquées. Donc, les noms qui sont habituellement d'une autre culture, donc qui valent plus de points au Scrabble, ces lettres-là qui sont plus rares. En les utilisant, en voyant que les mots qui formaient les lettres avec le plus de points étaient ceux qui justement l'utilisaient le plus. Donc, c'est pas une question de moyens, c'était vraiment plus la personne était éloignée culturellement, plus elle tendait à utiliser cette ressource et plus ça fonctionnait. Ben voilà. Intéressant. Merci beaucoup, Madalina et Madoua, pour ces deux belles chroniques. Et merci beaucoup à vous, Madame Sandra Hector. Discussion, vraiment. Et puis nous, on vous revient après la pause avec nos coups de cœur. De retour dans l'Atelier Z. Cette semaine, la question, c'est la discrimination positive. Est-ce si positif que ça? Et là, c'est le temps de nos coups de cœur. Mon coup de cœur va aux institutions financières québécoises. On peut mentionner la Banque TD, Desjardins, Royal, Scotia, Banque de Montréal. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dotées d'équipes internes dédiées à la diversité. Comment ça se traduit? Mais on peut le voir dans les campagnes publicitaires. On voit beaucoup plus de gens qui ont des visages différents, d'âges différents, d'origines ethniques différentes. On le voit dans les campagnes, on le voit aussi en succursale. Les employés sont très diversifiés et ça, c'est vraiment agréable à voir. Et on le voit aussi dans leurs partenariats stratégiques, comme la Banque TD s'affiche publiquement depuis un certain temps comme partenaire officiel du Mois de l'Histoire des Noirs de Montréal. Et ça fait un gros push à ce genre d'activité-là. Il s'associe aussi à d'autres festivals un peu plus connus dans la ville de Montréal. Fait que moi, je trouve que c'est génial. Ça s'insère dans notre devoir d'éducation, de casser les stéréotypes, mais il faut pas se leurrer, c'est quand même une décision qui reste stratégique et payante. Donc, c'est un bon coup, c'est un très bon coup, puis je les félicite pour ça. Toi, Madalina, c'est quoi ton coup de cœur?
Mon coup de cœur, c'est l'Indien de Serge Côté, ou plutôt Serge Côté et son Indien. Enfin, c'est un livre qui n'est pas très actuel, dans le sens qu'il n'est pas écrit aujourd'hui, mais dans la thématique, c'est vraiment ça. C'est quoi? C'est la discrimination autour de l'Amérindien. Et en fait, c'est juste un prétexte. Parce qu'au fond, ce que l'auteur nous livre, nous, les lecteurs qui aiment lire, c'est toute la richesse d'un peuple, le peuple autochtone. Avec quoi? Avec tout le côté philosophique et mystique. Donc, c'est un roman doux, mais à la fois violent, qui fait remuer la tête, mais aussi le cœur. Et je trouve ça très, très, très beau à lire. Lisez-le, parce que vous allez voir le monde avec plus de nuances. Amène-nous le titre et l'auteur. L'Indien de Serge Côté. Intéressant. Merci. Madoua. Cette semaine, mon coup de cœur, c'est le Conseil québécois des entreprises adaptées. Donc, ce que c'est vraiment un regroupement d'entreprises, d'organismes à but non lucratif et de coopératives qui emploient des personnes qui ont des déficiences physiques, déficiences mentales ou intellectuelles, donc qui sont considérées comme productives, mais pas nécessairement tout à fait adaptées aux entreprises régulières. Donc, ils ne sont pas assez compétitifs pour les entreprises régulières. Donc, ça leur permet d'avoir... en fait, ça fait rouler l'économie, ça leur donne un emploi, puis ça leur donne aussi une dignité aussi avec ça. Donc, c'est très intéressant. Puis, l'une d'entre elles m'a vraiment interpellée. Elle s'appelle Certex. C'est une entreprise sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert, qui est dans le recyclage de vêtements, de textiles et de chaussures et qui envoie ça à l'international. Puis, écoutez, eux, ils ont un chiffre d'affaires de 4,3 millions et ils ont 98 employés avec des limitations fonctionnelles sur 135. Donc, c'est quand même très bien. Puis, même le directeur général, M. Gilles Cossette, il précise que c'est leur première mission d'employer les personnes avec ce type de déficience. Donc, c'est une belle mesure de discrimination. C'est remarquable, surtout si c'est une PME, c'est dans le privé. Exactement. Aucunement. Génial. Ben, moi aussi, je suis dans une compagnie privée. Moi, mon coup de cœur, c'est Au Noir. C'est un restaurant et c'est le premier restaurant au Canada qui nous invite à vivre une expérience d'une bonne table, mais dans le noir. Et lorsqu'on mange sans voir ce qu'on va manger dans la noirceur, nos sens s'aiguisent, ils s'affinent et on vit complètement une nouvelle expérience culinaire. Et après avoir passé une certaine heure sans voir, on comprend un peu plus c'est quoi vivre avec la cécité. Puis, le personnel du restaurant sont tous des non-voyants. Donc, on crée de l'emploi en même temps. Exact. Et puis, Au Noir offre une partie de ses bénéfices à des organisations locaux pour les non-voyants. Oui, pour les non-voyants et puis pour les gens qui ont des déficiences visuelles. Donc, une nouvelle expérience de restaurant. Ben, c'est un restaurant. T'as été? C'est bon? C'est excellent. C'est excellent. Il faut que Avec un excellent service. Un excellent service. Il faut que je dise, lorsque vous arrivez, on vous fait voir le menu auparavant. Donc, vous choisissez ce que vous voulez manger, vous le dites au serveur et après ça, la queue leu, on rentre dans la salle qui est plongée dans le noir. Et là, on vit une très belle expérience. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore été. Tu me donnes donc, une belle expérience. Et puis si, vous voulez avoir plus d'ample information, on peut aller voir le on site. se fait une sortie de filles au noir. Est-ce qu'il s'occupe des tâches là? Parce que quand moi j'en... Écoute, c'est pas grave. Tu peux échapper et faire, regarde, c'est pas grave. Personne ne voit. C'est en noir. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je tiens à remercier notre invitée Sandra Hector qui est venue parler avec nous de la discrimination positive. Merci Madalina et Madoua pour les deux belles chroniques. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Atelier Z vous a été présenté grâce à la collaboration des laboratoires Carilis et de Miss Productions.